Et si le Mac Mini M2 Pro réunissait toutes les qualités dont on rêvait pour un Mac, à commencer par une puissance phénoménale? Notre invité Pierre Chevalier est l'un des meilleurs connaisseurs des entrailles de nos machines. Il est directeur technique chez Softron, un éditeur de logiciels pour chaînes de télé et de radio. Du 1080p au 8K, il est comme un poisson dans l'eau. Et il va nous dire ce que ce Mac Mini M2 Pro a vraiment dans le ventre. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Les grandes manœuvres autour de l'intelligence artificielle avec Apple en embuscade, derrière Microsoft et Google qui abattent leurs cartes cette semaine. L'un pour intégrer ChatGPT dans Bing et Office, l'autre pour contrer cette menace et préserver le quasi-monopole de Google Search. La semaine prochaine, Apple débriefera en interne lors d'une conférence au Steve Jobs Theater. Elle sera diffusée vers tous les collaborateurs qui ne pourront pas y participer. Plus Pro, Pro Max et bientôt peut-être Ultra. Combien de modèles d'iPhone dans la prochaine gamme et celle d'après? 4, 5, 6. Apple est-elle en train de commettre la même erreur qu'avec les Mac et un éventail de modèles de moins en moins lisible? Et puis notre inquiétude à propos de l'avenir du design chez Apple, ce sera dans le bonus audio et vidéo réservé à nos contributeurs sur Patreon. Evan Sankey, qui avait succédé à Johnny Ive et qui vient à son tour de partir, ne sera pas remplacé chez Apple. Un groupe de 20 designers répondent désormais collectivement à Jeff Williams, le vice-président en charge de la logistique. C'était la casquette de Tim Cook avant qu'il ne succède à Steve Jobs. Autant demander à un poissonnier de fabriquer une Formule 1. Nous sommes le mardi 7 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, il est 17h40 et nous lançons l'enregistrement de ce 123e épisode d'iWeek, la semaine Apple. Ici Benjamin Vincent et c'est un bonheur de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdo qui est devenu, par la force des choses, il faut le dire, le podcast de référence pour suivre l'actu de l'écosystème Apple. Alors l'équipage est à bord, on va pouvoir appareiller. Bonjour Fabrice Neumann. Salut mon capitaine, salut à tous. Qu'est-ce que c'est que cette petite hésitation avant de me dire bonjour? parce que j'attendais Gilles et Gilles a dû nous faire faux bond au dernier moment, donc je passe directement à toi en rappelant que tu es mentor en technologie, consultant, auteur, traducteur et que sais-je encore, on te retrouve sur tes réseaux et sur ton site. Oui. Pour avoir un contact direct avec moi, finalement, il suffit de chercher @Fabrice Neumann, mon nom tout attaché sur les réseaux. C'est souvent sous ce nom-là que j'apparais. Voilà. Ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro d'iWeek, Fabrice. Bonjour Elie Abitbol. Bonjour Benjamin, bonjour la team et bonjour tout le monde. Je rappelle que tu es le président des Apple Premium Resellers en France et cofondateur de plusieurs APR. Ce sont les enseignes MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Comment vas-tu, Elie ? Écoute, je vais bien. Je suis en plein dans l'intelligence artificielle, moi aussi cette semaine. Et tu sais que tu en as oublié un tout à l'heure parce que n'oublie pas que Meta, on ne sait pas ce qu'ils ont, mais ils ont dit qu'ils ont. Donc, on n'a aucun détail, mais tu as voilà, tout à fait raison. Aussi. Tu as tout à fait raison, mais c'est vrai que l'actu de la semaine concerne davantage Microsoft, Google et Apple la semaine prochaine. On va en reparler. Tiens, tant que je t'ai au bout du fil, comme on dit, Elie, peut-être un mot, histoire de s'en débarrasser, des mises à jour 16.3.1 pour HomePod et tvOS qui sont arrivées il y a quelques heures en tout début de semaine. Absolument, je les ai faites. J'ai regardé les notes techniques. Ils disent, comme d'habitude, que ça corrige des petites choses et que ça améliore les performances. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus, mais quand même, je me suis renseigné. Et en fait, ça corrige, a priori, des problèmes d'appairage des HomePod, en particulier en stéréo, et en particulier avec l'Apple TV, ce qui explique pourquoi il y a aussi tvOS 16.3.1. Et ça corrige aussi au moins un bug que je connaisse, parce que c'est moi qui l'ai signalé à Apple. J'en suis assez fier. C'est pas un vrai bug, mais c'est une mauvaise expérience utilisateur. Quand on initialise un HomePod de deuxième génération, en fait, on a l'habitude de voir cette petite lumière blanche qui pulse, et puis à un moment donné, il y a la musique qui veut dire que ça y est, il est configuré. Et là, en fait, la lumière s'éteint et le HomePod reste noir, sans rien qui se passe, sans rien qui clignote, ni d'un côté ni de l'autre, et ça peut durer 2-3 minutes, au point que
on peut se demander, est-ce qu'il est en panne? Est-ce que ça a raté? Est-ce qu'il faut que je le débranche? Etc. Et puis à un moment donné, bon, au bout de quelques temps, on entend bling. Et on dit, ah, ouf, ça a dû marcher. Et donc j'ai dit à Apple, non mais attendez, ça va pas du tout ça, parce que si moi ça m'inquiète, vous mettez ça entre les mains d'un utilisateur final, ils vont le débrancher en cours d'appareillage et ça va pas du tout marcher. Hein. Donc ils ont dit, on remonte ça tout de suite, c'est pas grand chose. Hop, voilà. Donc il faut toujours être. Donc je pense que ça règle ça et ça améliore un peu les liaisons entre les différents produits Apple et les nouveaux HomePod et les HomePod mini avec la nouvelle version. Voilà ce qu'on sait à ce jour. Bon, en tout cas, on vous a dit que le HomePod, Apple en faisait un argument en les vendant 2 par 2. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, parce qu'il faut 2 HomePod pour créer une paire stéréo. Tu sais, il faut 2 HomePod de 2e génération. Et à ma grande surprise, j'ai demandé à le tester, donc j'en ai demandé 1 et j'en ai reçu 2. Donc je pense que donc pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, on rappelle on décrit que notre bon capitaine a 2 boîtes de HomePod dans les mains et qu'il est bien embêté avec ça, donc il les pose. Voilà, mais je m'attendais à en recevoir 1 et pas 2, donc je pense que la vocation entre guillemets home cinéma de ce HomePod est vraiment très importante pour Apple puisqu'il les envoie 2 par 2 en fait pour les tests. Voilà. Tu vas non seulement pouvoir les essayer en stéréo car ce sont des vrais haut-parleurs stéréo quand ils s'appairent, mais quand tu en mets 2, tu as une expérience home theater y compris avec la spatialisation Atmos au-dessus de la tête parce que les tweeters sont penchés à 45 degrés. Et donc c'est pas l'équivalent d'une vraie chaîne home theater, mais tu as cette sensation et tu vas pouvoir nous en parler dès la semaine prochaine. Exactement, c'est pour ça aussi que je vous l'ai montré. Alors, il n'a encore rien dit parce qu'il attend sagement qu'on le présente. Oui. C'est notre invité de la semaine. Il est directeur technique chez Softron Media Service en duplex de Belgique, hein, toujours, je pense. Pierre. Toujours, oui. C'est Pierre Chevalier, une vieille connaissance à moi, comme on dit. Salut Pierre. Salut, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Hein. Ah, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, dans iWeek, la semaine Apple, c'est la première fois ou je me trompe? C'est la première fois. Non. Ah. On avait déjà vu du temps de Watch TV. J'ai déjà eu l'honneur d'être interviewé par toi, plus en vidéo, sur les salons, etc. Donc on s'est déjà rencontrés quelques fois, mais pas encore sur le podcast. Voilà, absolument. Alors, Softron, en un mot, puisqu'on a travaillé ensemble plusieurs années, hein, vos logiciels nous servaient à faire notamment la diffusion de la chaîne hein, sur Watch. Votre spécialité, c'est vraiment l'enregistrement, la lecture et la diffusion. Vous fournissez des solutions aux chaînes de télé, aux radios, et tout est à base de Mac. Du coup, vous dépendez directement de la puissance des machines. Alors, avant qu'on en reparle en détail tout à l'heure, Pierre, Apple Silicon, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Apple Silicon, bien, ça change pour nous. Ce qui change beaucoup, surtout, c'est en termes de performance, c'est les encodeurs, c'est l'accélération matérielle au niveau du ProRes et du H264 et HEVC. Autrement, les processeurs en eux-mêmes sont très puissants et on a vu, donc il faudra voir, je pourrais en reparler tout à l'heure, hein, mais donc voilà, ce qui est important pour nous, c'est vraiment l'encodage vidéo et la décompression, tandis que au niveau des processeurs, nous on a vu que les performances, en fait, c'est là où on a été assez bluffé, mais pour nous, elles sont restées assez les mêmes. Quand on regarde, par exemple, un codec qui ne nécessite pas l'accélération matérielle, on avait à peu près, lors de la release du M1, on arrivait à encoder à peu près la même chose que sur un Intel. Ce qui était assez impressionnant en sachant que ces processeurs venaient des iPhones, iPad, etc. On pouvait avoir la crainte avant la release des Silicon, on se disait bon, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que du coup on va avoir un gros drop dans les performances? Et quand on a vu que dès la première itération, on avait les mêmes performances que par exemple sur le Mac Mini M1, que sur l'Intel dernière génération Mac Mini. Donc là, on a été très soulagés, et puis ce n'est que pour s'améliorer, j'espère. Ah bon, on va en reparler hein, tout à l'heure ensemble, Pierre. Encore merci d'être avec nous et de passer ce moment avec nous cette semaine dans iWeek. Alors,
si on a le plaisir de se retrouver aujourd'hui, c'est notamment grâce ou à cause de cette vidéo que vous avez diffusée sur YouTube, dans laquelle vous mettez en évidence la puissance du nouveau Mac Mini M2 Pro dans le domaine de l'encodage et de la vidéo. Et on va voir tout à l'heure ensemble que effectivement c'est un rapport prix-puissance assez phénoménal pour un Mac à 1 500 €. On en reparle tout à l'heure, Pierre, ensemble. Et évidemment, d'ici là, tu interviens absolument quand tu veux, hein, tu ne te prives pas. Ok, merci. Alors, je vous rappelle qu'iWeek, la semaine Apple, c'est un podcast gratuit qui est accessible sur les principales plateformes, dont Apple Podcasts, Spotify, Deezer et les autres. Suivez iWeek, cliquez sur le bouton suivre ou s'abonner. Vous ne raterez ainsi aucun épisode. Et puis, c'est gratuit. Merci aussi pour vos notes 5 étoiles et pour vos avis sur Apple Podcasts. Alors, je partage avec vous les 2 plus récents. GM13 a écrit sous le titre « Très belle découverte », j'ouvre les guillemets, découvert dans le magazine iCreate, puisque je signe une page chaque mois dans ce mensuel excellent. J'ai écouté le dernier podcast de la chaîne et j'ai été très agréablement surpris par la qualité du contenu. Je m'abonne et je recommande. Eh bien, merci beaucoup à toi, GM13. On peut simplement vous dire de faire comme lui ou comme elle, hein, et de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Autre avis laissé sur Apple Podcast, celui de Ange Anonyme. Alors malheureusement il manque la fin, c'est dommage parce que ça partait bien, sous le titre Comment s'informer tout en se divertissant chaque semaine, rien que ça. Et j'ouvre à nouveau les guillemets. Chaque semaine j'attends avec impatience cet épisode pour venir compléter la quotidienne. Les sujets sont bien traités, les intervenants géniaux et toujours en train. 3 petits points, mais il manque la fin. Bon, j'espère qu'on n'est pas toujours en train de dire des bêtises. On aura peut-être droit. Pas toujours en tout cas. c'est ça. On aura peut-être droit à la suite dans un autre avis. En tout cas, merci beaucoup à toi, Ange Anonyme. C'est d'ailleurs assez intéressant de lire que l'hebdo vient compléter la quotidienne et pas le contraire. On va rappeler que la quotidienne est beaucoup plus récente, hein, puisqu'elle n'aura que 2 ans en juin prochain. Alors tout à l'heure, on va reparler de Patreon, où vous pouvez continuer bien sûr de nous rejoindre, de nous soutenir et de faire partie de cette communauté. En contrepartie, vous accédez toujours à la version vidéo du podcast qui arrive avec 3 jours d'avance sur YouTube et sans pub. Et puis sans oublier le bonus exclusif à la fois en audio et en vidéo. Voilà, je crois que les présentations sont faites. Dans quelques minutes, la puissance du Mac Mini M2 Pro révélée par notre invité Pierre Chevalier de chez Softron Media Services. Mais d'abord, la révolution ChatGPT, l'offensive Microsoft, la contre-attaque Google et Apple en embuscade. C'est peut-être une semaine décisive sur le terrain de l'intelligence artificielle. Ce mercredi, début d'après-midi, Google prévoit une conférence de 45 minutes streamée dans le monde entier depuis Paris pour dévoiler ses dernières recherches, ses dernières intégrations aussi autour de l'intelligence artificielle, notamment dans Google Maps, dans Google Lens et surtout, on a envie de dire, dans Google Search. C'est évidemment la conséquence de l'onde de choc ChatGPT. Vous le savez, une technologie qui intéresse énormément Microsoft, qui a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI. Et Microsoft, justement, dans quelques minutes, hein, ça va avoir lieu juste après la fin de notre enregistrement, Microsoft va à son tour faire des annonces, alors que la semaine prochaine, Apple tiendra une journée autour de l'intelligence artificielle sur son campus de l'Apple Park avec une conférence en interne au Steve Jobs Theater. Ellie, on va dire d'abord un mot d'Apple. C'est un événement tous les ans, cette journée dédiée à l'intelligence artificielle chez Apple ? A priori, oui. D'après ce qu'on a pu savoir, oui, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Mais par contre, on n'en avait jamais entendu parler. C'est un événement interne où Apple discute avec l'ensemble des personnes concernées. Je ne sais pas si c'est pour toute personne travaillant chez Apple ou pour les différentes équipes qui travaillent autour des projets d'intelligence artificielle chez Apple. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font et ce qu'ils pensent en faire. On sait bien sûr que l'intelligence artificielle est utilisée dans la plupart des logiciels Apple et des OS. Par exemple, le détourage que nous avons eu avec iOS 16, quand vous cliquez sur une image, sur un personnage et qu'elle est
instantanément détourée et qu'on peut la faire glisser, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du neural engine à fond, etc. Donc, Adobe le faisait déjà. Donc, ils travaillent certainement d'autres choses, mais on n'a jamais entendu dire qu'ils vont améliorer Siri, ce qu'on espère tous. Hein. Je pense que Fabrice ne me contredira pas. Pierre non plus, je pense. Pierre non plus. Bah ouais. Donc, mais est-ce qu'ils vont publier quelque chose? C'est pas sûr. Je pense qu'ils font un point en interne et je pense que c'est une communication vis-à-vis des différentes personnes concernées et peut-être des autres employés en disant, écoutez, vous entendez beaucoup parler d'intelligence artificielle autour de vous. Rassurez-vous, nous aussi, on sait faire dans ce domaine, nous aussi, on va faire des choses, mais je ne m'attends pas à des annonces. Ouais. Fabrice, l'annonce de Google qui a un petit peu déclenché le reste, hein, puisque Microsoft, je crois, avait commencé à évoquer un événement la semaine dernière, mais il a vraiment pris corps ces dernières heures et il a lieu tout à l'heure, donc c'est allé très très vite. L'événement de Google demain, c'est pour dévoiler, on va dire, l'équivalent ou la réponse de Google à ChatGPT qui a un nom, on sait qu'il va s'appeler Bard, hein, B-A-R-D. BARD, ouais, qui est basé sur leur techno Lambda. Alors, comme toujours dans le monde des technos, je pense qu'il faut être prudent sur le côté réponse A, parce que il est évident que Google n'a pas créé un outil comme ça en 3 semaines. Ça fait forcément des années qu'ils y travaillent. Et en revanche, ce qu'on pense savoir, c'est que OpenAI a sorti son ChatGPT de belle manière, en tout cas de manière en termes de com. Donc tout le monde en a parlé et ça a fait très mal aux autres parce que dans l'esprit de tout le monde, c'est ah bah alors que font les autres? On pensait que Google c'était les spécialistes de la chose et ils sont pas là. Donc du coup ça a été branle-bas de combat chez Google, chez Microsoft et potentiellement chez Apple un peu pour dire bon il faut quand même qu'on montre qu'on sait faire aussi. Moi je m'attends à ce que ce soit bien meilleur que ChatGPT parce que ChatGPT est pas a plein de défauts en fait. En termes de démonstration, c'est formidable, mais ça a plein de défauts. Donc en termes de réussite et de fonctionnement, je pense que Bard, ça va nous décoiffer quand même. Ouais, en gros, Google avait besoin de montrer qu'ils n'étaient pas absents. Donc c'est sans doute ce qu'ils vont faire ce mercredi après-midi. Et puis, leur objectif, c'est de sortir une intelligence artificielle avec laquelle on peut échanger et qui soit beaucoup plus fiable dans les résultats que ce que n'est ChatGPT aujourd'hui, c'est ça? Ah oui, alors parce que faut pas oublier une chose vraiment alors ultra importante. ChatGPT, ça sort des textes qui sont bien écrits en règle générale, mais la base de données n'est pas vivante, elle s'arrête à 2021. Donc on peut pas faire de recherche. Donc on a beaucoup parlé du fait que que ChatGPT était un potentiel concurrent à Google en termes pour son moteur de recherche. En l'état des technologies, c'est totalement faux parce que naturellement, c'est pas des résultats de 2021 qu'on cherche en général. C'est plutôt des résultats aussi frais que possible. Et puis l'autre chose que rappelons. ChatGPT est très fort pour mentir avec beaucoup d'aplomb. C'est-à-dire que quand il ne sait pas, évidemment, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et donc, il fait quand même des belles phrases pour dire ceci, cela. Donc, je vais ressortir mon exemple, mais qui m'a fait tellement rire et que je trouve tellement représentatif. Un de nos camarades de journalistes a posé la question à ChatGPT, quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache ? Et ChatGPT a bien répondu en disant il y a beaucoup de différences entre l'œuf de poule et l'œuf de vache en termes d'onctuosité, de goût, et que la coquille de l'œuf de vache est beaucoup plus fragile que celle de l'œuf de poule, en plus dans ce sens-là. Et d'en faire donc un gros paragraphe. C'est quand même génial. Donc voilà, alors vous imaginez si Google, le moteur de recherche, sortait ce genre de résultats-là, ce serait évidemment un scandale. Donc voilà, je pense que la capacité d'interprétation des résultats de Google et avec son indexation fantastique de résultats très, très, très à jour, ça peut faire très mal effectivement pour obtenir des résultats où on pourrait lancer des recherches. En fait, ce qu'on cherche, c'est lancer des recherches sur Google en mode conversationnel parce que souvent, on le fait déjà, on pose une question. Comment je fais pour cuire mon poulet dans mon four ?
Et à ce moment-là, c'est plus un lien vers une page, c'est un paragraphe pour dire comment on fait. Ouais. Élie, je reviens vers toi, mais un mot avec toi, Pierre, sur ton regard sur cette révolution, à la fois à titre personnel et professionnel. Là, ça s'accélère, on dirait. Hein. Oui, ça s'accélère beaucoup et je me dis, une des raisons, c'est des choses que j'ai lues. Je ne suis pas un expert là-dedans, donc si vous n'hésitez pas à me corriger, mais de ce que j'ai vu, aussi une des raisons pour lesquelles Google n'aurait pas encore sorti son intelligence artificielle, ce serait parce qu'il craignait justement par rapport à la véracité des résultats qui seraient retournés. Et donc, ils ont préféré prendre un peu de temps pour être sûr de ne pas à la fois désinformer et aussi pour donner des informations correctes. Et ce serait pour ça qu'ils auraient attendu. Mais voilà, sinon, au niveau personnel, c'est quelque chose qui a bluffé quand même, même si ChatGPT a certainement ses défauts et on peut le mettre en défaut. Je l'ai utilisé quelques fois pour faire quelques recherches et c'est quand même pas mal. Il y a moyen, il va pondre un texte comme ça. Maintenant, bon, effectivement, il faut vérifier les informations et après, il y a tous les problèmes d'éthique aussi parce que c'est aussi une deuxième question, je trouve, par rapport à tout ça. C'est à la fois, est-ce que les informations vont être correctes? Et puis, il peut y avoir la source des informations. Quelque part, c'est une question personnelle que je me pose. Il se base sur des informations et puis il en refait un petit mix et puis il refournit tout ça. Mais du coup, les personnes qui ont créé le contenu sur lequel il s'est basé pour retourner des réponses, où est-ce qu'il est? D'où est-ce qu'il vient? Et comment ces personnes-là peuvent être mentionnées? Est-ce qu'il ne se fait plus dans ce cas-là, quoi? Élie, tu voulais poursuivre après Fabrice, et puis moi je voulais te demander des nouvelles de Meta aussi sur ce sujet. Oui, bah écoute, d'abord par rapport à la discussion entre les deux, je pense que ça sera très intéressant dès qu'on pourra tester Bard, parce que pour l'instant ça va être un test très limité au début, mais il va s'étendre. Sur le déroulement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft a commencé à annoncer cet investissement de 10 milliards. Du coup, ils ont annoncé qu'il y aurait une version de Bing au mois de mars qui s'appuierait sur GPT. Du coup, ça a déclenché chez Google ce qu'ils ont appelé en interne, tous les journalistes l'ont repris, un code rouge. Donc, ça a été vraiment l'alerte générale, panique à bord, en disant attention, Bing, moteur de recherche, concurrent direct, ça va pas du tout. Et donc, et je suis totalement d'accord avec Pierre, Google ne peut pas se permettre d'avoir des ratés. Et donc, ils étaient prudents. Et je pense qu'ils auraient attendu encore un peu plus. Ils l'auraient sorti, bien sûr, mais pour être vraiment certain. Mais là, ça a déclenché. Il fallait que ça sorte. C'était indispensable. D'où le pourquoi ça va sortir. Maintenant, une fois qu'on l'aura testé, on verra s'il est mieux. S'il est mieux, tant mieux pour tout le monde. Il aura peut-être aussi des défauts. Par rapport à ce qu'on sait, donc effectivement, ChatGPT est basé sur GPT 3.5, mais la version 4 doit sortir vraiment dans les semaines qui viennent et elle est beaucoup plus importante. Et il n'est pas connecté sur Internet parce que OpenAI, dès le départ, et rappelez-vous qu'Elon Musk fait partie du conseil d'administration et c'est un des fondateurs, a toujours craint la connexion directe et non maîtrisée d'une intelligence artificielle sur Internet. Ils ont fait encore des cauchemars. Et il a tout fait pour qu'on se base sur des datasets extrêmement importants, mais pas sur de la connexion temps réel, ce qui évidemment serait un handicap par rapport à Google et à Bard. Mais ceci dit, dans les domaines où on a pu le tester, il est très, 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 très fort, comme a dit Pierre. Vous savez qu'ils lui ont fait passer le test du barreau, il a réussi, américain, et il a réussi avec une bonne note, comme un avocat professionnel. Ils lui ont fait passer un test de médecine. Il a réussi encore une fois, comme s'il avait fait des années de médecine. Et chez nous, et là c'est vraiment un test en réel, un de mes collaborateurs qui avait fait une thèse pour son master, il a soumis la thèse à ChatGPT, il lui a dit « résume-la moi en tant de mots » et il a sorti le résumé à quelque chose près, mais quasiment à 100%, qu'il avait lui-même présenté dans la préface de sa thèse. Donc, c'est assez étonnant dans ces trucs-là. Maintenant, les défauts, on les connaît, il y en aura peut-être aussi chez Bard, et on prendra le meilleur ou on utilisera les deux, d'ailleurs. Bien sûr. Fabrice,
Qu'est-ce qui se joue cette semaine? Est-ce que c'est très très important? Est-ce que c'est que le début? Et puis Apple la semaine prochaine? C'est extraordinairement important parce qu'on voit bien avec nos quelques discussions, c'est probablement the next big thing en termes de traitement du texte, en termes de traitement des recherches et aussi de l'interaction avec la machine. En fait, ça fait quand même des années qu'on a des assistants vocaux avec plus ou moins de bonheur. Bon, on se moquait gentiment, surtout moi, de Siri tout à l'heure. C'est vrai que c'est quand même pas... En termes de conversation, on est loin justement de ce qu'est en ChatGPT, par exemple, en termes d'agent conversationnel et d'intelligence des réponses et de tenue d'une conversation. C'est aussi une sorte de but... décrit depuis tant d'années par la science-fiction, d'avoir une interaction facilitée avec la machine. C'est vraiment un pas de géant en termes d'interface homme-machine, où on n'a pas besoin de clavier, d'une souris, des mains, de rien du tout. Et là, on peut vraiment poser des questions avec des réponses intelligentes, enfin intelligibles et le plus souvent intelligentes. Donc oui, bien sûr, c'est énorme, c'est évidemment énorme. Et pour revenir au sujet d'Apple, pour l'instant, ils n'ont pas montré qu'ils étaient capables de faire grand-chose dans le domaine. Hein. Pour être très clair sur le sujet, je voulais revenir sur un truc qu'avait dit Ellie tout à l'heure, sur cette fonction fantastique de détourage automatique. Il a utilisé les deux termes, il a eu raison, parce que en fait, c'est pas de l'intelligence artificielle en soi, c'est de l'apprentissage machine. Et c'est... très important et aussi très difficile de faire la différence entre les deux. L'intelligence artificielle, c'est un peu un mot valise pour en gros décrire la capacité d'un instrument technologique à imiter l'intelligence humaine. Et jusqu'à nous tromper éventuellement, sans être intelligente elle-même, hein, mais jusqu'à nous tromper. L'apprentissage machine ou l'apprentissage profond, deep learning en anglais, c'est l'application d'algorithmes formidables où une machine est capable d'apprendre seule, en partie, une tâche ou une autre, mais sans création tellement. Donc c'est et là pour le coup l'apprentissage machine Apple sait faire, l'intelligence artificielle telle que je viens d'essayer de la définir, Apple en tout cas n'a pas démontré être capable de faire quoi que ce soit dans ce domaine. Ou alors, il y a des années, parce que en fait, ce que vient de décrire Fabrice me rappelle beaucoup cette vidéo dont on a parlé, qui est Knowledge Navigator, où on a un assistant personnel à qui on parle, on lui demande la déforestation au Sahara de telle année à telle année, et l'assistant personnel répond, y compris avec des graphes. Donc c'est exactement cette vision d'Apple qu'on va voir assez facilement dans peut-être les semaines ou les mois qui viennent. Ellie, je suis désolé, c'était pour de faux, hein. Tu sais ça. Je sais, mais c'était pas vrai. Avec George Lucas à l'époque, donc c'était pour de faux, bah mais... Oui. Ah, on y a tous cru alors. Bon, ça se passe dans quelques heures, ça se passe ce mercredi, ça se passe la semaine prochaine. On va évidemment suivre avec la quotidienne et y revenir probablement dès la semaine prochaine. On espère que le sujet vous passionne, vous aussi. Dans un instant, on jette un œil sur le futur de la gamme iPhone, avec un iPhone potentiellement Ultra qui risque de brouiller un peu les cartes. À tout de suite. On a eu l'iPhone mini, on a l'iPhone Plus, on a l'iPhone Pro, on a l'iPhone Pro Max et bientôt peut-être l'iPhone Ultra. Fabrice, je me tourne directement vers toi, l'apôtre de la simplicité des gammes. Est-ce que la perspective d'un iPhone Ultra en plus d'un Pro et d'un Pro Max te réjouit? Alors me réjouir, voilà une bonne question. Alors déjà, je voudrais dire à tout le monde ma joie de ne pas être Tim Cook.
Parce que, dis donc, quel puzzle infernal. Pour rappel, c'est ce qu'on avait évoqué dans la quotidienne aussi, cette histoire d'iPhone Ultra vient essentiellement de Mark Gurman, notre ami Mark Gurman, qui, rebondissant sur une phrase de Tim Cook pendant l'appel sur les résultats financiers, avait répondu à une question d'un analyste qui lui avait demandé « Bon, alors, vous pensez pas qu'à un moment, l'augmentation des prix des iPhones, ça va poser un problème ?» Et il avait en gros répondu « On ne voit pas de problème à l'horizon, on augmente les prix et les gens achètent. » Oui. Donc finalement, il n'y a pas de problème. Sous-entendu, on peut y aller, quoi. Et donc, quand on est chef d'entreprise, il y a deux façons d'y aller. On augmente les prix ou on crée un autre produit encore plus cher, puisque on est au taquet avec les gens qui achètent déjà en masse le produit le plus cher, donc on peut y aller, on peut monter encore. C'est pas forcément. Alors, en termes de revenus, c'est sûrement une bonne idée. Et puis peut-être aussi en termes de ce que ça permet de faire en termes de fonctions intégrées au nouvel appareil. Donc, finalement, j'ai quand même envie de voir ce que ça veut dire. Je pense que moi, personnellement, je serais pas client, mais en même temps, c'est le haut de gamme qui fait avancer tout le reste. Donc, c'est là où c'est fascinant. C'est-à-dire que normalement, ça va être si ça s'avère, un produit qui intégrera tout un tas de trucs qu'on a déjà décrits et sûrement multiplié par deux, c'est-à-dire le zoom périscopique, le châssis en titane, peut-être une autre technologie d'écran et plein d'autres choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Et donc ça c'est fascinant. Donc ça fait envie naturellement. Élie, alors je repense à la gamme actuelle et puis la manière dont elle pourrait évoluer. Alors le Mini est sorti là au mois de septembre, remplacé par le Plus qui apparemment est un four total. Donc on va dire que c'est l'iPhone 14 avec un écran plus grand. Hein, oui, et trop cher. Et trop cher. Et trop cher. On a donc l'iPhone 14, le 14 Plus qui marche pas du tout, le Pro et le Pro Max qui ont été en rupture de stock jusqu'au début de l'année. Et la perspective d'un modèle Ultra. Alors, on a eu les deux sons de cloche qui pourraient arriver avec la gamme iPhone 15. Au début, on pensait qu'il allait remplacer peut-être le Pro Max. Et en fait, c'est pas forcément ça qui va se passer. On serait plutôt sur la gamme iPhone 16. Et il viendrait en plus du Pro et du Pro Max. Est-ce que c'est ce que tu as compris aussi ? Oui, c'est ce que j'ai compris, mais je n'y crois pas. Parce que, en fait, d'abord, on parle de l'iPhone 16. Déjà que le 15, c'est en septembre et on ne sait pas tout. Le 16, c'est vraiment c'est 1 an et demi. Donc, il peut se passer énormément de choses en 1 an et demi. Et par contre, au niveau des gammes, que ce soit sur l'iPhone, sur l'iPad ou sur le Mac, Apple est en train de tomber dans ces mauvais démons des années 90 où personne ne comprenait plus rien à la gamme des produits. Et on commence à voir cette réaction sur Internet, des gens qui disent « Apple, s'il vous plaît, arrêtez, on ne comprend plus rien à vos produits ». Et le problème, c'est la vision claire de Steve quand il était revenu chez Apple en 97, où il y avait 30 références de Mac, certaines qui changeaient par un simple numéro, et on ne savait pas quelle était la différence entre le Performa 4002 et le Performa 4002.1. Et on devenait dingue. Il a fait le célèbre diagramme en mettant 4 cases, en disant portable, bureau, et donc 2 modèles. Et c'est tout, 4 modèles. C'était d'une simplicité biblique, tout le monde comprenait, tous les autres produits, il les a foutus à la trappe. Et là, quand on va présenter dans 1 an ou dans 2 ans, alors l'iPhone 16, il est super, mais à côté, vous avez le 16 Pro, mais il y a le 16 Pro Max, et puis vous avez l'Ultra. Et quelle est la différence entre les trois ? Il y a une caméra périscopique. Ah ouais, et si j'ai pas besoin de caméra, mais que je veux quand même la vitesse ? Ah non. Donc, ça va être un cauchemar. Et ça va être un cauchemar pour gérer les stocks, ça va être un cauchemar pour expliquer aux clients. Et puis, regardez, Apple a essayé de segmenter en disant, mais si, vous allez voir comme ils vont comprendre. Pour le 14, on va mettre le processeur de l'an dernier. Mais les gens l'ont pas acheté.
Alors que dans tous les iPhones précédents, il y avait des petites différences, mais c'était quand même le processeur de l'année en cours. Donc les gens achetaient parce que c'était le nouveau processeur avant tout, les nouvelles performances. Donc moi, ça me fait très peur. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Et c'est le problème quand tu mets des gens qui vont regarder combien on peut en produire et des actionnaires derrière. Ah ben si on sort un iPhone de plus, eh ben c'est un modèle de plus, donc on va en vendre quelques millions de plus et ça va faire de l'argent en plus dans les caisses. Et si les clients comprennent pas, bah tant pis. Ils ont qu'à comprendre. C'est pas une bonne stratégie. Bon, Pierre Chevalier Softron, je me tourne vers toi en tant que client peut-être de l'iPhone. Bien sûr. Bah oui. Oui, mais j'ai un peu... Quel modèle tu as déjà, toi? Le Pro Max. Mais tu vois, moi, je dois réfléchir aussi. C'est lequel parce que c'est vrai que je ne peux aller que dans le sens d'Eli. C'est sûr que on est un peu nostalgique de ce fameux diagramme que Steve Jobs avait dessiné, parce que c'est vrai que surtout pour les iPhones, on peut dire un peu la même chose pour les Mac aussi, mais c'est un peu moins, je trouve. Parce que les iPhones, oui, c'est vrai que savoir, tiens, c'est quel processeur, de remettre un truc ancien, etc. Donc, moi, j'espère en tout cas qu'ils ne vont pas faire ça, rajouter encore en plus une différente référence, avoir le Pro Max, le pas Pro, le Ultra, on va plus s'en sortir. Et j'espère qu'ils vont un peu réfléchir en termes marketing et de simplifier les choses, simplifier la gamme, et peut-être un peu se rapprocher du coup, parce que comme il y a... Voilà, si on veut essayer de réfléchir à simplifier la gamme, ce serait de se rapprocher peut-être comme les Apple Watch. Il y a l'Apple Watch Ultra, et du coup d'avoir l'iPhone Ultra pour essayer d'avoir quelque chose qui utilise la même terminologie entre les différentes gammes, entre l'Apple Watch, l'iPhone, peut-être les Mac, etc. Et du coup là, ça commencerait à refaire sens. Moi, si je pouvais dire quelque chose au sein d'Apple, je dirais ça. Parce que nous, on essaie toujours de garder les choses dans nos produits aussi. Et ça, c'est pas évident. Juste pour terminer, c'est vrai qu'on peut, en faisant des produits, on peut réfléchir, tiens, où est-ce que je vais le situer en termes de prix? Et du coup, quelle fonctionnalité je vais offrir? Parce qu'on veut essayer d'adresser les besoins de tout le monde, mais on doit aussi rentabiliser, et il faut essayer de trouver quelle fonctionnalité on met où. Et parfois, on peut avoir tendance à se dire, bah tiens, je vais faire plusieurs produits, comme ça j'en fais un simple que je vends à ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, un moyen, etc. Mais du coup, on complexifie la gamme. Et c'est toujours de trouver le bon compromis entre adresser différents besoins et différents budgets, et ne pas faire un truc trop compliqué. Ouais. Eli, est-ce que la bonne idée, ce serait pas de simplifier la gamme, de supprimer le plus qui n'intéresse personne, et d'avoir juste un iPhone Pro et un Pro Max? Oui. Bah, en fait, il peut y avoir des iPhones, donc 14, 15 ou 16, avec 2 modèles. Apple a toujours fait 2 modèles, et des Pro avec 2 modèles. Qu'ils l'appellent Ultra ou Max, peu importe, mais 2 modèles en Pro, 2 modèles en modèle 4, c'est parfait, on est dans le bon diagramme. Et ce que je voulais rajouter, c'est que encore l'iPhone, c'est presque le plus simple à expliquer, mais l'iPad est un vrai cauchemar pour les clients, parce que vous avez le 9e génération qui est resté, le 10e qui a une petite différence, mais qui a une très très petite différence avec le R, qui lui-même a très peu de différence avec le 11 Pro, et il y a quand même une différence avec le 12. C'est incompréhensible. Et dans les Mac, on vient de sortir le studio il y a moins d'1 an. Maintenant, il y a des rumeurs, vous en avez parlé dans la quotidienne, qu'il va s'arrêter parce qu'il y a le Pro qui arrive. Et du coup, un produit qui aura vécu 1 an. C'est un cauchemar. Ouais. Oui, le Mac Pro, pardon. Donc, imagine les clients qui ont quand même investi une certaine somme pour se payer un Mac Studio, et Apple leur dit non, celui-là, on va l'arrêter parce qu'il y a le Mac Pro qui arrive. Mais la gamme, non. C'est passé. Et l'iMac qui était très populaire, lui on le met pas à jour. Donc non, sérieux, gardons un cap. Fabrice. Ouais, je voulais faire une remarque. J'ai trouvé que ce qui vient de se passer est aussi très caractéristique. Eli a dit le mot pro, et Benjamin, tu t'es senti le besoin de préciser qu'il s'agissait du Mac Pro. Parce qu'en plus, Apple mélange les appellations. Il y a le Mac Pro, il y a le processeur Pro, il y a le processeur Ultra, et il va peut-être y avoir l'iPhone Ultra. Donc on mélange tout. Et l'iMac Studio, toi tu y crois depuis longtemps. Oui, mais alors j'aurais envie de dire au moins
ce serait un nom pour des Mac. Il n'y a pas de processeur studio. Donc moi, je militerais pour ça, justement, pour simplifier. Un Mac Studio, un iMac Studio, ça c'est super comme nom pour des Mac. Parce que là, les mots, ce que je regrette aussi chez Apple, c'est que les mots n'ont plus de sens, quoi. Parce que Pro, Max, Super Top, Moumout, machin, Ultra, c'est toujours super top truc. Et c'est, reste extrême, et reste extrême. Donc, pour plus tard. Et en plus, avec des mots qui sont mélangés. Donc ça va pas, quoi. Enfin, on s'y perd. Et en plus, je vous rappelle que en anglais, c'est pire qu'en français, parce que quand on dit des Mac en anglais, on prononce le S à la fin, donc des Macs qui peuvent avoir des processeurs Max MAX. Donc c'est infernal. Là, on va en parler dans le bonus là pour les histoires de design, mais au marketing, faudrait qu'ils se calment un peu, qu'ils se posent et qu'ils réfléchissent, quoi, parce que c'est infernal. Et même nous, on se prend les pieds dans le tapis en parlant, quoi. Donc je comprends, c'est vraiment incompréhensible. Bon, écoute, Pierre, cramponne-toi à ton iPhone Pro Max tant qu'il existe, et puis on en reparle dans 1 an et demi, ok? Ok. Allez, on marque une pause et on va se consacrer vraiment à ton activité, Pierre, et à la puissance du nouveau Mac Mini M2 Pro. À tout de suite. Softron Media Service. Alors, si vous êtes dans le monde des web TV, de la radio, de la télé, c'est forcément un interlocuteur que vous avez croisé un jour. Pierre Chevalier, tu en es le directeur technique. Ça fait combien de temps, si c'est pas indiscret? Ça fait un moment, ça fait 16 ans, je pense. Ah ouais, hein. Ouais. Une belle page de ta carrière. Ouais, tout à fait. Alors, Softron, donc vous êtes basé en Belgique. On s'est souvent croisé sur les salons comme l'IBC à Amsterdam, le NAB à Las Vegas. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ne vous connaissent pas de cette société, de sa vocation, de sa spécialité? Qu'est-ce que tu dirais? Bien, je vais faire un très, très bref historique, comme ça on explique un peu. En fait, Softron, à la base, était une société qui a revendu des Macs. Donc, on était revendeur Apple. On était un des premiers en Belgique en 1986, si je ne me trompe pas. On a tout un historique sur notre page web avec quand on a réalisé. Et alors, comme on vendait, donc on était vendeur Apple, et on voyait les solutions, et alors on a proposé, le premier logiciel qu'on a proposé, c'est un logiciel radio, qui permettait, à partir d'un Mac, de lancer des jingles radio. Parce qu'un des fondateurs de Softron était fan de radio, avait travaillé dans les radios libres, etc. Donc il a proposé ce genre de choses. Et puis naturellement, ça s'est orienté ensuite vers les télévisions. Donc on a développé des logiciels pour les télévisions locales en Belgique, on contrôlait des VTR, donc des lecteurs de cassettes pour des magnétoscopes, oui, voilà. Avec, voilà, donc on a vraiment évolué avec le marché. Ça fait longtemps qu'on évolue et qu'on est là. Et du coup, voilà, on s'est adressé aux besoins des télés locales belges. Et puis, petit à petit, à l'international, on a commencé à vendre de plus en plus de logiciels aux télés en France. On en a vendu quelques-unes. Et voilà, donc là, notre activité maintenant se situe dans le monde entier et même beaucoup aux États-Unis, ce qui est notre premier client. Ici en Belgique, on vend encore. La majorité des télés locales belges utilisent nos logiciels pour la diffusion. Ah ouais. Donc on a vraiment une large gamme de logiciels maintenant. L'idée, ça a été vraiment surtout en fait, de voir qu'il y avait des boîtes de production, de télévision qui utilisaient le Mac pour le montage. Mais alors, dès qu'il fallait commencer à enregistrer ou faire une diffusion, il fallait passer sur d'autres types de solutions, donc d'autres boîtiers qui peuvent être compliqués à comprendre et qui peuvent être chers aussi, souvent c'est assez cher. Et nous, on a voulu se baser sur la fiabilité du Mac, aussi sur quelque chose que les gens connaissaient au sein de la télévision. Et du coup, de leur proposer des solutions pour tout ce qui va autour du montage, en fait. Donc, tout ce qui est enregistrer la vidéo avant le montage, et puis après, une fois que le montage est terminé, de pouvoir faire la diffusion, afin de pouvoir avoir justement des personnes au sein de la télévision qui ne doivent pas être formées sur 40 hardware et 40 systèmes différents,
ils connaissent le Mac, ils savent comment ça fonctionne, et ils peuvent du coup intervenir sur les différents postes, et ce qui simplifie aussi les choses. Donc c'est non seulement une réflexion quant à la formation des personnes, et surtout là où a été notre premier marché, les télévisions locales, elles ont peu de budget, elles ont peu de personnes qui peuvent intervenir, et donc s'il faut à chaque fois les former, tandis que là il suffit de les former sur le Mac, et on essaie toujours de faire des interfaces simples. Donc non seulement c'est facile en termes de formation, mais en plus si il y a un problème avec le hardware, ça arrive, c'est rare, les Mac, vraiment, mais ça peut arriver. Eh bien, il suffit de prendre un Mac qu'on utilise ailleurs, on va y brancher ce qu'il faut, mettre la licence, et ouf, on est reparti pour la diffusion ou autre chose. Donc, il ne faut pas attendre. Par exemple, nous, on a été très peu impactés, nos clients étaient très peu impactés par les manques de... tout ce que tous les autres fabricants hardware ont eu du mal à fournir, en fait, du matériel. Et ce que nous n'avons pas eu, parce que Apple, bon, il y a eu un peu des pénuries, mais ça a été très faible pour Apple, il n'y a pas eu de gros problèmes, quoi. Ouais. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Bon, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que vous avez toujours été sur Mac, uniquement sur Mac, et c'est toujours le cas. Même dans les années un peu plus difficiles, vous n'avez pas été tenté d'aller voir ailleurs, comme on dit ? Si, on a été tenté, si on y a réfléchi, hein. Il y a eu les années plus compliquées, effectivement, en termes de hardware, parce que pendant tout un temps, après l'iPhone qui marchait bien, etc., c'est vrai qu'il y a eu peu de Mac qui ont été sortis. Je pense après, il y avait avant, pour ceux qui se souviennent, les Xserve, que l'on utilisait beaucoup, qui étaient des superbes machines. Et que Apple a arrêté. Et c'est vrai que là, ça a été, je sais qu'au niveau des APR, etc., ça a été aussi compliqué de voir ça. Et ça passait des messages, en fait, disant, tiens, ils ne sont plus... On entendait beaucoup ça autour de nous. Apple, ils laissent tomber. Ils veulent faire que des iPhones, c'est ça qui leur rapporte, et le reste, ils s'en foutent. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs signes qui faisaient un peu penser ça. Parce qu'il y a eu peu, le Mac Pro n'ont pas été renouvelés pendant de nombreuses années. Mais voilà, mais nous, donc on a hésité. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments où on s'est dit, tiens, ici, est-ce que, on entendait tout ça, est-ce que notre business peut continuer à fonctionner ? On doit évidemment se projeter, on ne peut pas rester les bras croisés à attendre que ça se casse la figure. Donc, voilà, on s'est posé la question à aller sur Linux, aller sur Windows ou d'autres solutions comme ça. Mais on n'avait pas envie déjà, parce qu'on est on est des fans Apple, et on commence alors s'il faut commencer à installer Windows ou Linux, peut-être ça va un peu mieux, mais et puis ça change le business model, parce que du coup nous, l'avantage aussi de nos solutions, c'est qu'on a un nombre limité d'hardware, de matériel à tester. Il y a, malgré ce qu'on vient de dire, où il y a un élargissement de la gamme, mais ça reste quand même assez limité. Là où si on devait passer sur... Oui, voilà. Donc ici, on a à peu près tous les modèles principaux. On ne sait pas acheter tous les Mac, mais on teste sur les modèles principaux. Si on devait faire la même chose sur Windows, sur Linux, ça serait différent. Donc il faudrait, là ça changerait le business model, il faudrait avoir une liste exacte, tiens, on supporte telle carte graphique, tel driver, telle carte son, tel driver pour les sons, etc. Ou alors fournir des images machines, enfin c'est vraiment un différent business model, et on n'avait pas du tout envie de s'engager là-dedans, déjà. Et puis après on a réfléchi aussi, donc c'est une question d'envie, mais bon, après on peut ne pas avoir envie, mais parfois il faut. Mais aussi on a continué à croire dans le fait qu'Apple allait continuer à développer le Mac, notamment je pense parce qu'on se disait qu'Apple avait aussi besoin de contenu et devait produire. Il y a deux choses, c'est à la fois ils doivent produire du contenu audiovisuel, du contenu vidéo, donc ils sont, je pense, motivés à continuer à avoir des machines qui peuvent faire ça. Et aussi, il y a les développeurs, donc les personnes qui fabriquent les applications, même pour les iPhones, ils développent principalement sur Mac. Donc voilà, et puis on a des contacts évidemment au sein d'Apple, et voilà, donc nous on a toujours continué à y croire, même si ça a été parfois pas évident, et que c'est vrai qu'on nous a souvent posé des questions.
Bah oui. Alors, bon, plus de 15 ans d'ancienneté chez Softron, Pierre Chevalier. Quel est ton regard sur l'évolution de ce que les Mac permettent de faire et de la puissance? Évidemment, il y a eu d'énormes changements depuis 2 ans, mais est-ce que c'est une courbe qui fait ça, ou est-ce qu'elle est plutôt continue? Comment tu visualises? C'est plutôt une courbe qui fait ça, et surtout ces derniers temps, ça monte vraiment. Tout à l'heure, je parlais d'Apple Silicon, où je disais qu'on n'avait pas vu au niveau des puissances processeurs entre le Mac Mini Intel et le Mac Mini M1 que c'était à peu près la même chose, mais ce qui pour nous était une bonne nouvelle, parce que du coup, on ne perdait pas de puissance. Mais là où il y a eu une vraie révolution, c'est quand Apple a ajouté des accélérations matérielles pour l'encodage et le décodage de certains codecs. Apple avait commencé en fait à faire ça avec le Mac Pro 2019. Oui. Ils avaient fait une carte qui était l'Afterburner, qui est toujours, elle est toujours, Bien sûr. elle est toujours là. J'en ai une. Mais pour nous, donc on était très heureux quand on a vu cette carte. On dit waouh, génial, on va pouvoir encoder et décoder plein de canaux. Mais le problème de cette carte est qu'elle ne fait que du décodage. Or nous, dans notre utilisation, eh bien, là où on va avoir surtout besoin de puissance et d'encoder plusieurs canaux, c'est d'encoder plusieurs canaux, pas tellement de décoder, parce que typiquement, nos logiciels vont être par exemple utilisés sur des matchs de foot ou du sport ou des concerts où on va avoir plusieurs caméras qu'on va vouloir enregistrer sur le Mac, et du coup il faut enregistrer tout ça en parallèle, et au plus on peut en faire, au mieux c'est. Et du coup, quand on a vu que l'Afterburner n'encodait pas, on était très déçus. On a dit de nombreuses fois à nos contacts chez Apple, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'elle puisse aussi encoder? Ben oui. Mais ça ne s'est jamais fait, malheureusement. Et du coup, quand on a vu qu'il y avait ces Mac mini qui étaient... et les MacBook Pro, je pense que c'était les premiers qui ont les accélérations matérielles, avant le Mac Studio. Quand on a vu ça, on s'est jeté dessus, on s'est dit, est-ce que ça encode? Et quand on a vu que ça encodait, on était très heureux. Et ouais. Et même les portables peuvent le faire. Les MacBook Pro peuvent le faire aussi. Tout à fait. Alors, Apple Silicon, donc les premiers processeurs Apple dans les Macs sont arrivés, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Le M2 a suivi le M1. Est-ce qu'il y a eu une différence particulière pour vous en passant du M1 au M2 ou pas? Ça dépend de quelle plateforme on parle. Si on parle du Mac Mini, oui, énorme, et toujours, je risque de me répéter, mais toujours grâce à ces accélérations matérielles, parce que le Mac Mini M1 n'en avait pas, ou légèrement en fait pour l'H264 et l'HEVC, il y avait quand même une accélération matérielle, mais le ProRes par exemple, il n'y en avait pas du tout. Donc juste pour donner un exemple, de toute façon c'est assez parlant quand je vais dire les chiffres, donc un Mac Mini M1 pouvait encoder des signaux HD, donc je vais essayer de pas trop rentrer dans le technique au niveau vidéo, mais bon, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est un format HD vidéo. Oui, nos auditeurs aiment ça. Ah, ça va alors. Donc en ProRes, en HD 50p, donc 50 images par seconde, un Mac Mini M1 pouvait encoder 2 canaux. En temps réel. Là où le Mac Mini M2 Pro, donc avec l'accélération matérielle ProRes, peut en encoder 24. Wow. Donc, c'est pour dire le rapport et la différence. Oui, c'est pas une petite différence, et quand tu me demandais si ça augmentait un petit peu ou pas, voilà, donc les accélérations au niveau des processeurs elles-mêmes ont toujours été, surtout du temps Intel, très incrémentales. On a vu avec le M1 que le processeur avait à peu près la même puissance. Là, il augmente avec les M2 de 20%. Donc, pour tous les codecs qui utilisent le processeur en lui-même, eh bien, on va pouvoir encoder 20% de plus que ce que l'on faisait avec le M1. Mais pour tout ce qui utilise l'accélération matérielle, là, c'est un gain de performance énorme. Et c'est là où on a vu, justement, donc là, j'ai dit en HD et en 4K, donc en 4K 60p, que je reprenne mon petit tableau, donc en 4K ou 50 ou 60p, donc 4K et 50 images par seconde. Un Mac Mini M1 ne pouvait pas encoder un seul canal comme ça en ProRes. Okay. Et par contre, le M2 Pro pouvait en encoder 6.
Wow. Et ce qui est aussi bluffant, donc c'est énorme, je ne sais pas si, Ah bah oui. Ah, si on se rend compte de la quantité, donc si ça voudrait dire aussi qu'on pourrait, et on peut, faire un l'encodage d'un canal 8K. Et j'ai fait un petit calcul, parce qu'en fait, quand on parle de HD, de SD, HD, 4K et 8K, on se dit toujours, avec le 4K 8K c'est facile à voir, on se dit tiens, de 4K à 8K, en fait je double. Eh bien non, en fait on quadruple, parce qu'en fait on double à chaque fois, mais oui. Voilà, on double la largeur taille et la horizontalement, hauteur. verticalement. Donc on quadruple à chaque fois. Et donc j'ai fait un petit calcul là en termes de pixels. Juste pour dire rapidement, si on multiplie en SD, c'est 720, 576. Donc on multiplie pour avoir le nombre de pixels. Si on fait la même chose en 8K, eh bien on a une différence de 80. C'est-à-dire qu'il faut 80 fois plus de puissance pour encoder un signal 8K qu'un signal SD. Wow. Quand on dit les choses comme ça, c'est impressionnant. Et c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'en SD, on avait les fameux signaux entrelacés, qui sont un cauchemar à traiter quand on est développeur et quand on doit traiter ces signaux. Donc ces fameux signaux entrelacés qui permettaient d'avoir un signal qui soit fluide au niveau du regard grâce à la persistance rétinienne. Donc, c'est une image sur deux, en fait. Voilà, c'est une ligne sur deux. C'est ça. Donc, au lieu d'avoir 50 images pleines par seconde, on a 25 demi-images. Et donc, une ligne sur deux à 1/50e, et puis ensuite, une autre ligne sur deux. Mais du coup, en 4K, en 8K, il n'y a plus d'entrelacés. Et du coup, on se retrouve, si on veut avoir la même fluidité que ce qu'on avait avant, en 25p, bien, on voit un petit peu les saccades. Du coup, il faut monter en 50. Et du coup, ce n'est pas 80 fois. Si on veut avoir la même fluidité, ce serait 160 fois la puissance de calcul. Donc voilà, ça devient des chiffres. Je trouve que c'est... je ne vais pas dire le nombre de pixels, mais c'est énorme. Ouais, quoi pour moi, c'est... Et ce qui est toujours bluffant aussi, c'est de se dire ce nombre de pixels qui doit être encodé autant de fois par seconde. C'est dingue. C'est assez, Quand on fait les calculs et qu'on essaie d'imaginer, même pour moi, ça reste inimaginable de se dire qu'un ordinateur est capable de traiter autant de données aussi rapidement. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça marche. Oui. Et Pierre, ces capacités d'encodage qui donc sont désormais dans le Mac Mini M2 Pro, est-ce qu'on les retrouve dans d'autres Mac existants dans la gamme ? Est-ce qu'on les retrouve sur le Mac Studio ? Est-ce qu'on les retrouve sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces ? Alors peut-être les M2, mais est-ce qu'on les retrouvait déjà sur les premiers modèles M1 ? Oui. Ou est-ce que c'est propre au M2, au Mac Mini M2 Pro ? Non, ce n'est pas propre au Mac Mini M2 Pro. Donc il y a eu il y a le premier ordinateur à avoir ces accélérations matérielles a été le MacBook Pro M1, qui avait donc, avec le Pro Max, oui, je dois réfléchir. Hein. Avec le M1 Max. Le Max, oui. M1 Pro Max, M1 MacBook Max. Pro, donc si je me trompe, pardon. Donc avec le MacBook Pro M1 Max. Pro Max. Ah non, M1 Max tout court. M1 Max tout court, d'accord. Tu vois. Oui. Donc mais c'était le MacBook Pro. C'est ça, c'est là où on ne s'en sort plus. Mais donc, celui-là avait du coup l'accélération matérielle aussi bien H264, HEVC et ProRes, et ça a été le premier à avoir ça. Ensuite sont venus les Mac Studio, M1, alors il y a eu quoi là, Max et Ultra. Max et Ultra, voilà. Et donc eux ont aussi eu l'accélération matérielle. Et puis maintenant, les Mac Mini M2. Donc voilà, c'est la troisième itération d'ordinateur qui ont ces accélérations matérielles. Alors il y a un point... En sachant d'ailleurs que le 14 pouces, il fallait une configuration en CTO pour avoir le Max, alors que le 16 pouces arrivait en configuration standard en Max. Donc bon, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrivait quand même. Oui. Fabrice, tu voulais dire un mot ? Ouais, juste une petite chose, parce que là encore, ça reste compliqué, puis je voudrais éclaircir un petit détail. La dernière machine citée par Pierre, ça a été le Mac Mini M2. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du M2 Pro, n'est-ce pas ? Oui. Parce que la puce M2 elle-même intègre des Media Engine,
mais qui sont que pour le décodage, eux aussi, et pas pour l'encodage, si je ne m'abuse. C'est ça. Oui, Donc, c'est pour ça aussi, je voulais juste que ce soit clair pour tout le monde, on parle depuis tout à l'heure du Mac Mini à puce M2 Pro, parce que c'est à partir de la puce Pro qu'il y a des moteurs d'encodage. Et ça me permet de dire, on avait au moment des annonces des M2 Pro, enfin M2 Pro, M2 Max, on avait dit, il me semble, dans l'hebdo que tiens, il y a quand même nouveau dans le M2 des moteurs médias, mais qui ne sont en entrée de gamme que pour le décodage. Et c'est ce qui fait aussi donc tout l'intérêt de ce Mac Mini M2 Pro, qu'on attendait depuis longtemps, notamment avec Fred Krassar, on en avait parlé à ce moment-là, ça manquait dans la gamme. Et quelle démonstration que vient de nous faire Pierre, justement, de l'intérêt de cette machine, qui, pour un prix raisonnable, propose des performances dans ce domaine professionnel de l'encodage vidéo qui sont démentielles quand même. Après, il y a la capacité de stockage. Je suppose que là, vous avez des capacités de stockage monstrueuses pour pouvoir stocker tout ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur sur les chiffres que j'ai donnés par rapport aux limites d'encodage, le nombre de canaux. Et en fait, on pourrait même faire plus. Mais en fait, on est limité. Maintenant, notre limite, c'est ce qu'on peut arriver à faire rentrer comme signal vidéo. Parce que donc la manière dont on fait rentrer ces signaux vidéo, ce sont avec des boîtiers en Thunderbolt, dans lesquels on met des cartes PCI de chez Aja, Blackmagic et Deltacast. Ce sont les 3 modèles que l'on supporte, qui ont des cartes avec plusieurs entrées, en HD, 4K, selon les modèles, etc. Mais dans le Thunderbolt, il y a ce qui passe, c'est du PCI génération 3, et il y a 4 lanes uniquement. Or, pour les cartes les plus gourmandes, comme par exemple la Decklink 8K Pro, qui est une carte qui permet d'avoir 4 canaux 4K 60p, elle a besoin de 8 lanes PCIe. Et or, il n'y en a que 4 dans le Thunderbolt, ce qui veut dire qu'on ne peut utiliser la carte qu'à moitié de sa puissance. Donc 2 canaux 4K 60p par bus Thunderbolt. Ce qui fait en fait que cette limite que j'ai dit tout à l'heure, c'est une limite des bus Thunderbolt, et pas de ce que l'encodage pourrait faire. On pourrait encoder bien plus que ça, mais simplement physiquement, à ce qu'on peut connecter au Mac, on est limité au nombre de bus Thunderbolt, et justement, c'est pour ça que je revenais là-dessus, on a besoin de garder un port Thunderbolt disponible pour enregistrer, parce que c'est bien beau de ramener tous ces signaux, de les encoder, mais il faut encore en faire quelque chose. Oui, alors c'est un point intéressant, je voulais en parler avec toi justement aussi Pierre, c'est que sur le Mac Mini M2 Pro, on a justement 4 ports Thunderbolt 3, et la particularité c'est que derrière il y a bien 4 bus. C'est pas 2 ports qui se partagent un bus, c'est bien chaque port a son propre bus Thunderbolt, ce qui fait qu'on a on a entre guillemets la pleine puissance sur chacune des 4 prises, c'est ça. Oui, ce qui est vraiment beaucoup mieux que sur d'autres modèles avant. Ça fait un moment maintenant, le Mac Studio c'était déjà comme ça, les MacBook Pro aussi. Le dernier Mac qui est partagé, je pense que c'était un des Mac Mini Intel, ou je ne sais pas exactement lequel était le dernier, mais il y a eu plusieurs modèles qui partageaient, donc il y avait plusieurs connecteurs qui partageaient le même bus, ce qui pouvait, surtout dans notre cadre d'utilisation, être problématique, parce que nous on utilise vraiment à fond la puissance du Thunderbolt, et du coup il faut pas brancher autre chose. Le truc de faire comme Apple le dit et d'autres, qu'on peut daisy-chainer, donc connecter un Thunderbolt l'un à la suite de l'autre, c'est très bien quand on utilise pour du son, pour un petit truc qu'on utilise de temps en temps, mais comme nous on utilise à fond, si vous allez connecter autre chose, du coup, on va avoir moins de bandes passantes, et du coup, on va pas réussir à récupérer les frais, et du coup, il fallait toujours un peu expliquer ça aux utilisateurs, qui se disaient, tiens, un port, je vais aller reconnecter à un truc là, et puis... Tiens, je vais mettre ma clé USB là aussi. Voilà. Alors, on a eu de beaux exemples. On parlait tout à l'heure des différences entre le Mac Mini M2 Pro et le Mac Studio. Sur le Mac Studio, on a 6 ports et 6 bus Thunderbolt 3, il y en a 4 à l'arrière, 2 à l'avant.
Et donc là, je crois qu'on peut atteindre 10 flux 4K en simultané. Hein. C'est ça. Et de nouveau, pour la limite que j'ai expliqué tout à l'heure, du nombre de ports, de bus même, de bus Thunderbolt. Donc il y en a 6 uniquement sur le Mac Studio Ultra, hein, pas sur le Max. Le Max n'en a que 4. Mais donc sur l'Ultra, on a donc 6 bus. 5 qui seraient utilisés pour chacun récupérer 2 signaux 4K 60p, et puis le dernier pour pouvoir avoir le stockage. J'ai une dernière question pour toi, Pierre. Qu'est-ce que tu attends du Mac Pro ? Est-ce que tu crois encore que le Mac Pro va sortir ? Le Mac Pro à processeur Apple ? Eh bien, on espère bien qu'il va sortir, parce que justement, ça nous permettra de ne plus être limité par cette bande passante du Thunderbolt. Là, on pourra connecter directement les cartes PCIe sur leur slot PCIe et bénéficier de toute la puissance des cartes, les 8 lanes, des cartes que l'on utilise actuellement, et ça va peut-être même être plus, ou certaines cartes en 16 lanes, si on veut augmenter le nombre de canaux, si on passe à 8K, enfin voilà. Donc pour nous, on y croit, c'est ce qu'on entend, et ce qu'on espère. Maintenant, c'est toujours difficile de savoir à 100%. Même au sein d'Apple, on connaît cette culture du secret au sein d'Apple, et même entre les différents départements au sein d'Apple, ils ne savent pas toujours ce que l'autre fait, ce qui va se faire, mais voilà, en tout cas, nous, on a l'impression que ça va sortir, on voit l'intérêt, on le communique à Apple, et je pense qu'ils ont vraiment cet intérêt aussi, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la production. Ils font aussi de la production audiovisuelle. Ils ont Beats, ils ont iFitness qui enregistre, qui a besoin d'enregistrer du contenu. Et je pense que ces équipes-là, je suis sûr même, elles préfèrent utiliser des Macs pour enregistrer ou pour faire de la diffusion que de commencer à utiliser autre chose. Donc, tu veux dire qu'ils utilisent tes logiciels, c'est ça ? Je n'ai pas dit ça. Je te le souhaite. Et dans la forme, ce Mac Pro, comment est-ce que tu l'imagines ? Est-ce que tu penses que ça pourrait être, il pourrait être physiquement très proche du modèle actuel ? Avec juste une évolution interne. Ouais, je pencherais plutôt vers ça, ouais. Plutôt parce que notamment le design est pas mal, je trouve. Maintenant, ce serait vrai qu'il est peut-être un peu gros pour les nouveaux besoins, donc peut-être, s'il le revoit, peut-être le diminuer un peu sa taille. C'est le seul défaut que je trouve. Sinon, il est pas mal, il est très modulaire, il est très beau à l'intérieur. Quand on démonte un Mac Pro, ça fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un des plaisirs de travailler sur Mac, c'est que les choses sont clean et tout ça, contrairement à ouvrir une boîte, un PC, c'est autre chose. C'est des petites choses, mais voilà, on aime ça. Et oui, donc voilà, je pense juste peut-être plus petit, mais sinon on va se baser là-dessus. Et vraiment, et c'est vrai que j'ai lu plusieurs choses par rapport à cet intérêt. Est-ce que s'il réalise un Mac Pro, est-ce que ça ne va pas cannibaliser ? Quel sera l'intérêt du Mac Studio ? Mais j'ai l'impression il va continuer à garder son intérêt, notamment au niveau du prix. C'est-à-dire qu'il va y avoir le Mac Mini qui sera vraiment l'entrée de gamme pour certains besoins et qui peuvent être déjà bien poussés, comme on l'a vu tout à l'heure, avec en tout cas dans notre cas d'utilisation, pour le nombre de canaux qu'on peut faire simultanément. Le Mac Studio qui sera un peu plus cher et qui permet de faire plus, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais le Mac Studio permet de faire quand même pas mal plus, notamment en termes de nombre de bus Thunderbolt disponibles, mais aussi au niveau de l'encodage H264 et HEVC, il y a plus d'accélération matérielle. Donc nous, on peut faire plus de canaux. Et puis après, le Mac Pro viendra grâce à ces slots PCIe internes, pouvoir permettre des utilisations. On a besoin de ces cartes PCIe. Après, il y a toute la question des cartes graphiques. Est-ce que ça va être supporté ou pas ? Et ça, je pense que c'est une des choses importantes, s'ils parviennent à faire en sorte que les cartes graphiques externes puissent être supportées. Mais ça, je n'en suis moins sûr, parce qu'évidemment, pas de mémoire partagée, etc. Donc voilà, ça reste à voir. Mais... C'est ce qu'on avait dit avec Fred Crassa. C'était le problème, c'est d'avoir déjà les GPU qui sont intégrés dans le processeur. Comment est-ce qu'on intègre une carte Radeon ou voilà. C'est ça le souci. J'ai mes doutes là-dessus. Mais on sait déjà que ce sera pas une carte Nvidia, donc, parce que depuis le temps que Apple et Nvidia se parlent plus, on est déjà au moins sûr de ça. Tu as vu comme j'ai été corporate, je les ai même pas cités. Je vais rebondir là-dessus. Moi, ce qui m'a frappé dans la réponse de Pierre, quand Benjamin, tu lui as posé la question sur le Mac Pro, c'est qu'on a bien senti que
Par défaut, moi je pensais pas que c'était aussi évident, hein. On parle du Mac Pro, donc on parle d'une machine forcément plus grosse, forcément ouverte, forcément qu'on peut donc ouvrir physiquement pour mettre des choses dedans. C'est vraiment intéressant parce que c'est pas forcément l'idée qu'on a d'un Mac. Alors depuis quelques années finalement, parce qu'il y a de moins en moins quand même de Mac qui sont justement extensibles de cette manière-là, et encore moins avec les puces Apple Silicon. Et on entend chez Pierre le besoin et l'envie, ou l'envie et le besoin, ça dépend, d'avoir une machine dans cet état-là qui propose ce genre de fonction et d'extension matérielle. J'ai l'impression que là, de ce point de vue-là, Apple se retrouve entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que globalement, je me demande s'ils n'auraient pas envie de ne pas le faire parce que c'est pas drôle à faire, c'est compliqué, ils vont pas en vendre beaucoup. Mais en même temps, s'ils veulent conserver le haut de gamme et avoir cette machine, genre la GTI plus des Mac, ils sont obligés, quoi. Et j'ai l'impression, enfin, je pousse peut-être un peu le raisonnement, mais qu'on sent un peu l'embarras chez Apple, parce que d'abord ils l'ont annoncé, et puis c'est toujours pas sorti, comme s'ils avaient du mal à trouver le moyen de répondre aux besoins expliqués par Pierre, et qui sont, et on voit bien, moi ce que je trouve génial, pour terminer là-dessus, c'est que ça fait donc 2 ans qu'on parle de la puissance de ces machines à Apple Silicon qui sont formidables pour tout un tas de trucs, et une boîte comme Softron les pousse à fond et donc dit tout bêtement, on en veut plus, on a besoin de plus. C'est vraiment, s'il vous plaît, Monsieur Cadbury, si on pouvait l'avoir un peu plus, parce que vous êtes à fond là-dessus. Moi, ça m'impressionne, parce que voilà, des machines aussi puissantes qui sont poussées à fond comme ça c'est impressionnant, quoi. Donc, j'espère qu'Apple pourra répondre à la demande. Oui, moi aussi. Et c'est vrai que je pense, sans jeter des fleurs, mais je pense qu'on doit être dans les logiciels, on n'est pas les seuls, hein, mais qui tirent le plus sur les Mac, sur leurs ressources, et ça aussi bien au niveau de l'encodage que des disques durs, et vraiment on les pousse vraiment à fond, et effectivement on a toujours besoin de plus, et aussi au niveau stockage, on a besoin d'écrire tout le temps, et c'est quelque chose que parfois les utilisateurs par rapport au stockage, les utilisateurs ne réalisent pas toujours, c'est que nous, on va avoir besoin d'écrire tout le temps. Donc, si on enregistre, je sais pas, c'est 6 canaux 4K 60p, on doit écrire tout ça sur le disque, et de manière continue. On a des productions, des gens qui enregistrent 24 heures sur 24 pour des shows de réalité... pas virtuel, mais de toutes les réalités. Et voilà, et du coup, ça, il faut l'écrire sur le disque, et il faut être sûr d'avoir la bande passante tout le temps. Et là où on a parfois des utilisateurs qui nous disent « Ah, mais j'ai fait un test de Blackmagic Disk Speed Test ou autre, qui dit « Et je parviens à écrire autant ». Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de disques qui ont des caches qui sont accélérés, et ça c'est très bien quand on veut créer des petits fichiers, ou même parfois des gros fichiers, mais juste de manière occasionnelle, ça marche bien, ça accélère, on écrit vite sur la cache, et puis quand le stockage attend, il offload ça sur le stockage plus persistant. Mais nous, on va écrire tout le temps, donc on va remplir la cache, et puis à un moment, le stockage va se dire, tiens, mais il faut que je vide cette cache, et à ce moment-là, il va tout ralentir, et nous, on ne pourra plus enregistrer. Voilà, donc voilà, juste pour dire que ouais, on tire vraiment beaucoup sur les Mac, les stockages et tout ça. Bah merci Pierre, c'est pour ça qu'on avait très envie que tu passes ce moment avec nous, et c'était passionnant de découvrir les capacités réelles de ce nouveau Mac Mini M2 Pro avec toi, et puis de remettre aussi le haut de la gamme en perspective. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants avec nos coups de cœur et nos cartons de la semaine, et moi j'en ai un. À tout de suite. Nos cartons, nos coups de cœur de la semaine. Pierre, si tu as une trouvaille, alors quelle qu'elle soit, dans l'univers Apple ou autre chose, un accessoire, un film, un livre, voilà, un coup de cœur du moment, tu n'hésites pas. On a 1 minute chacun. Et ben, je vais commencer avec toi, Fabrice. Alors, coup de cœur ou carton cette semaine ?
Coup de cœur, alors je vais prendre le contre-pied de ce dont on vient de parler avec les nouveaux Mac super puissants, etc. Pour vous dire que j'ai récupéré il y a quelques semaines un MacBook Pro 15 pouces de 2017. Et donc qui utilise la première version du clavier papillon, qui est donc une bip terrifiante. Et alors Pierre lève les yeux au ciel. Le reste de la machine est... alors moi je fais pas la chose que fait Pierre et Softron, donc c'est voilà, mais c'est une machine agréable à utiliser, il y a un grand écran, etc. Mais donc le clavier est donc tout pourri et il a jamais été réparé, et il ne fait plus partie des machines réparables. Il a dépassé la date limite pour avoir accès au programme de réparation gratuite en tout cas d'Apple. Je me suis renseigné pour réparer le clavier, ça coûterait 400 ou 450 €. Et ça vaut pas le coup pour une machine qui est quand même, en plus c'est un peu abîmée. Alors, mais j'ai redécouvert, alors je voulais partager ça avec nos chers auditeurs, un petit utilitaire qui s'appelle Unshaky. UNSHAKY, et qui a été développé exprès pour ces bips de clavier papillon, parce que un des problèmes de ce clavier parmi les nombreux, alors parfois donc on peut rien y faire, les touches marchent plus, donc c'est cassé, on peut rien y faire, mais sinon ce qui se passe souvent, c'est qu'on appuie sur une touche et puis elle se répète 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Et avant voilà. Et donc ce petit utilitaire se charge d'enlever les répétitions des touches, les répétitions multiples. Voilà. Et donc ça s'installe très facilement, c'est gratuit, et ça sauve ce clavier qu'on peut continuer à utiliser parce que on a ce petit agent derrière qui s'occupe d'enlever les répétitions. Alors, je suis un peu tardif, hein, on est en 2023, je vous parle d'un truc de 2017. Cela dit, il y a sûrement encore des gens qui ont des MacBook Pro avec le clavier même en version un petit peu améliorée, le clavier papillon, parce qu'il a duré quand même pendant 5 ans, rappelons-le. Hein, donc il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de changer leur machine tout de suite, parce qu'ils finalement ils l'ont acheté il y a 1 an ou 2. Voilà, et ben si vous avez des problèmes de clavier, vous pouvez aller sur, je vais retrouver le nom du site, Unshaky, donc UNSHAKY.nestederror.com, donc ça s'écrit NESTEDERROR.com, et vous pouvez télécharger ce petit utilitaire. Voilà, plutôt que de payer 450 € pour réparer un clavier qui en plus va recasser après, eh bien, essayez donc ça d'abord, et ça m'a sauvé cette machine que je peux donc utiliser sans m'énerver à chaque fois que j'appuie sur une touche, ce qui est quand même pas mal. Et alors je voudrais aussi remercier en passant un petit, je suis allé quand même voir à l'Apple Premium Reseller de Toulouse, là où j'habite, chez iConcept, qui a changé de nom d'ailleurs maintenant, et j'avais quand même sur ce clavier une touche qui tombait en fait, qui était même plus accrochée tellement c'était, voilà. Et ils ont gentiment, ils me l'ont changé, juste la touche, ils en avaient une en stock, ils me l'ont gentiment changé après m'avoir dit, écoutez, on veut bien vous facturer 450 € pour changer le clavier, mais on va pas le faire, c'est trop cher. Voilà. Donc petit coup de chapeau à l'Apple Premium Reseller qui a été vraiment sympa vis-à-vis de cette machine. Voilà mon petit coup de cœur du jour. Sympa, merci beaucoup Fabrice. Bon Pierre, je te laisse réfléchir encore une petite minute. Je passe à Ellie. Petit coup de cœur. Oui. Et inespéré, et c'est une annonce, et je vous donnerai les détails après sur Twitter. Vous savez que depuis qu'on se connaît et depuis que je vous parle de Tesla et de mon amour pour cette marque et pour ces voitures, j'ai toujours dit, mais Tesla, il n'y a pas CarPlay, donc j'ai d'ailleurs changé, je n'ai pas de Tesla en ce moment parce qu'il n'y a pas CarPlay. Et figurez-vous que maintenant, il y a 2 façons, mais il y en a même 3, mais il y a 2 façons d'avoir CarPlay sur une Tesla, pas officiellement par Tesla, mais figurez-vous qu'il y a 2 boîtiers qui sont disponibles sur Amazon France, qui coûtent entre 100 et 130 €. C'est des boîtiers, on les branche sur le port USB, on tape une URL sur le navigateur de la Tesla et on a CarPlay. C'est magique. Alors, j'ai passé les 2 coordonnées à François, qui doit les avoir commandés, sinon je ne lui parle plus, et qui doit nous faire un test complet pour voir lequel des 2 boîtiers. Et je lui ai dit que peut-être un jour je me rachèterai une Tesla si ça marche bien. Mais voilà, c'est mon coup de cœur parce que ça fait quand même depuis 2014 que je demande ça à Tesla.
depuis 2018 ou 19 qu'Elon Musk me l'avait promis, qu'il l'a toujours pas fait. Et donc, je suis ravi que d'autres aient trouvé comment faire, même si c'est un peu triché, parce qu'en fait, on projette CarPlay, mais on a le tactile, on a les boutons, on a tout. Hein. C'est une façon d'utiliser le navigateur de la Tesla, le navigateur web de la Tesla, pour faire du full CarPlay, y compris de la vidéo. On peut passer de l'Apple Music, on peut passer du Google Maps, etc. Donc, je trouve ça magique, et pour un prix aux environs de 100 €, en plus, il y a un coupon de remise en ce moment, il faut vraiment pas se priver. Je vous donnerai des détails si vous voulez. Bon, et je précise à Pierre que Eli a vraiment posé la question à Elon Musk, qui lui avait répondu que CarPlay arrivait. Donc, c'est un coup de gueule justifié, on va dire. Non, mais je suis très content que ça arrive, même si c'est par une voie détournée. Hein. Bah oui, c'est ça, j'ai bien compris. Pierre, est-ce que tu as une suggestion à nous faire? Oui, je n'avais pas réfléchi à ça avant, mais il y a un petit outil que j'ai trouvé, avec lequel j'ai commencé à chipoter, c'est SwitchBot. C'est un petit utilitaire, donc c'est un appareil qu'on va aller brancher, connecter à côté d'une prise, et qui va en fait avoir un petit bras qui va aller pousser sur le bouton. C'est un peu bête, mais ça peut avoir des utilités pour si on veut contrôler à distance un appareil qui n'a pas du tout d'intelligence, ou on peut mettre incroyable. Ce petit appareil, il va aller appuyer sur le bouton et allumer ou éteindre. Donc ça s'appelle SwitchBot. Et ça vaut combien? C'est marrant. $30. Ah ouais. On va essayer. Et là, 30 €. Tu en utilises un? Oui, j'en utilise un. Qu'est-ce que tu fais avec, si c'est pas indiscret? Eh bien, j'ai utilisé pour pouvoir ouvrir sur un interphone qui n'est pas smart, donc un interphone d'un appartement, pour pouvoir appuyer sur le bouton de l'interphone. Incroyable. Excellent. C'est excellent. Excellent. Merci beaucoup pour cette idée. Donc, voilà. On va se rencarder. Sinon, il y a un autre service, un site web que j'ai découvert. J'ai pas encore beaucoup chipoté avec, mais j'ai regardé un peu et ça a l'air... peut-être vous en avez déjà parlé, et ça rentre dans le thème du jour, puisque c'est avec l'intelligence artificielle, c'est TinyWow. Donc TinyWow. Qui propose plein d'outils gratuits pour convertir des images, compresser de la vidéo, etc. Et ça a l'air vraiment pas mal sur les différentes solutions qu'ils proposent. Oui, d'ailleurs, je me dis, je pense que, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais ChatGPT a des API. Donc, pour les développeurs, il est possible de s'intégrer et de discuter avec ChatGPT. Et je sais qu'il y a des logiciels qui, du coup, utilisent ChatGPT derrière. Donc, ils font des solutions. Du coup, c'est une manière de se faire de l'argent. C'est de ne pas avoir développé de l'intelligence artificielle soi-même, mais d'interroger ChatGPT et puis de proposer une solution, mais qui soit plus simple, plutôt que... Parce que c'est pas abordable pour tout le monde, je pense, ChatGPT, et de proposer un truc qui soit simple, de dire voilà, je veux faire, j'ai pas d'idée comme ça, mais écris-moi une recette et quelque chose qui juste écrit des recettes, par exemple. Mais voilà. Ça, c'est... Très très bon. Merci pour ces deux petits coups de cœur, Pierre. Très très sympa de ta part. Puisque je termine, moi je vais pas terminer par un coup de cœur, mais par un carton rouge intense, hein, et oui, ça va être rouge vermillon là. Je le décerne à Patreon. Patreon, qui est notre plateforme de crowdfunding. On vous en a beaucoup parlé la semaine dernière, parce que ça fait des semaines qu'on prépare une transition, une évolution de notre présence sur Patreon, qui repose notamment sur une évolution des formes de soutien. On voulait, je suis obligé de parler au passé, on voulait passer d'un soutien à l'épisode à des formules d'abonnement mensuels et annuels. On s'était appuyé pour préparer tout ce chantier, ça faisait des mois qu'on travaillait dessus, sur toute la doc qui est en ligne sur le site de Patreon, qui explique le principe des abonnements mensuels et annuels, comment on y passe, etc. Et au moment où on a effectivement voulu activer ces abonnements la semaine dernière, après avoir consacré une partie du dernier épisode à tout ce qu'on allait pouvoir vous offrir, eh bien on s'est rendu compte que les abonnements mensuels et annuels
n'était absolument pas disponible pour ceux qui, comme nous, avaient déjà un compte. Autrement dit, leur outil de transition n'est pas prêt et ils nous annoncent X mois d'attente avant de pouvoir l'utiliser ou en profiter. On a tout essayé et il n'y a pas moyen. Donc Fabrice, Élie, juste un mot de votre part sur cette situation un peu ubuesque dans laquelle on se retrouve. Oui. Les bras nous en sont tombés et on cherche des solutions alternatives. C'est pas évident et pour l'instant on continue à chercher, mais on est un peu déçus parce qu'on vous a annoncé plein de choses qui étaient sympathiques et je pense que certains d'entre vous ont apprécié. Mais maintenant il faut qu'on puisse le faire. Oui. Fabrice ? Oui, on est même plus qu'énervé, quoi. Enfin, c'était. Puis c'est terrifiant parce que on vous passe les détails, mais il y a eu des échanges avec Patreon qui a répondu aux questions posées par notre capitaine. Bon, comment on fait ? Et la réponse c'était, en gros, et je simplifie, merci de nous avoir posé la question. Et c'est tout, quoi. Bon, et il y a toujours, au moment où on enregistre, je pense que c'est vrai, sur leur site, tous les détails pour faire ce qu'on a envie de faire, et qui est donc pas faisable. Donc, on se pose des questions, donc sur même Patreon, on n'a pas l'impression qu'ils travaillent beaucoup sur le sujet. Bon, je pense qu'on est quand même, pour être plus positif, sur le point de trouver une solution à proposer pour vous tous. On est maintenant prêt, en tout cas, on a détaillé tout ce qu'on allait pouvoir vous proposer, et ça va pas changer, tout ce qu'on a détaillé, donc n'hésitez pas à aller réécouter les épisodes précédents, vous saurez tout ce qu'on va vous proposer, mais ce sera donc pas via Patreon, ce sera via une autre plateforme, et on est presque prêt pour faire ça, donc on est très impatient, encore plus parce qu'on est énervé, mais une fois que ce sera passé, on sera juste content, et on espère que vous tous aussi. C'est la fin de cet épisode 123. On vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine, autour du 15 février, mercredi soir si tout va bien, pour l'épisode 124. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, pour l'instant sur Patreon, rejoignez-la. Vous nous aiderez, en tout cas, si vous venez dès maintenant à continuer et à développer cette aventure iWeek. Ça se passe jusqu'à présent sur patreon.com/iWeek. Vous y retrouverez également cet épisode en vidéo en avant-première dès le jeudi et sans pub, tout comme notre bonus hebdo exclusif en audio et en vidéo, qui est consacré à la vacance de designer emblématique chez Apple après le départ d'Evans Hanke, qui avait elle-même succédé à Johnny Ive. Si vous n'êtes pas contributeur et que l'épisode vidéo vous intéresse, un peu de patience, je vous rappelle qu'il arrive sur YouTube à partir du dimanche. Salut à vous deux, mes chers amis Élie Abitbol et Fabrice Neumann. Bonsoir. Salut mon capitaine. Et je rêve où, dis donc, Élie, il a bougé la tête et ça a fait comme un cadre centré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais oui, parce que j'utilise la caméra de l'iPhone. Donc en continuité, je suis en cadre centré. Malheureux. Mais oui. Tu veux la mort de notre capitaine ? Mais non, parce que ça se recentre par rapport au cadrage de Benjamin, t'inquiète pas. Pierre Chevalier, Sauvetron, merci aussi énormément d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un vrai bonheur d'abord de te revoir, même si on n'est pas physiquement au même endroit. Ouais. Et puis d'avoir cet échange avec toi vraiment passionnant sur cette puissance informatique, sur la vidéo, c'est passionnant. Ouais, merci de m'avoir invité, et puis bravo pour ce que tu fais, ce que vous faites même, donc c'est vraiment intéressant, j'écoute ça avec intérêt, et ça me permet de m'informer, parce que je reste un geek, j'aime bien tout ça, donc c'est bien d'avoir des podcasts comme ça qui permettent en français d'avoir ce genre d'informations, donc bravo pour ça. Bon, je ne peux que te conseiller de t'abonner et de suivre iWeek, la semaine Apple, sur ton appli de podcast préféré. Tu as aussi la quotidienne iWeek. C'est fait. Ah bah génial, tu as aussi la quotidienne iWeek, du lundi au vendredi, 5 à 10 minutes chaque jour avec les 5 infos essentielles dans l'univers
Apple, on le fait à deux voix et c'est un plaisir tous les jours. Merci de nous suivre aussi sur les réseaux, Twitter @iWeekNews, Mastodon @iWeekNews @mastodon.world et Instagram iWeek.news. Prenez bien soin de vous, parlez d'iWeek autour de vous, parce que vous, et même toi, hein, Pierre, hein, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Passez une super belle soirée, une très belle semaine, et on se dit à mercredi prochain. Salut à tous, bye bye. Bye bye. Salut à toutes et à tous, bye bye. Au revoir. Salut.